Alors, on va tirer la conclusion de ce que vous avez dit. Et Christophe Jacobissine, qui est le directeur de la rédaction de RMC, vous avez écouté. Il a retenu particulièrement une phrase? Oui, au moins 3 choses, mais Ségolène Royal, bonsoir d'abord. Effectivement, je me suis demandé en vous regardant si vous n'aviez pas un petit peu changé depuis 1 mois et demi, depuis votre déclaration de candidature aux primaires socialistes, parce que il y a le 30 novembre dernier, nos confrères de France Inter vous demandaient ce que vous feriez de ministre Strauss-Kahn, et vous aviez répondu que ça serait un excellent Premier ministre. Et là, on vous a demandé, que feriez-vous si Dominique Strauss-Kahn revenait de Washington ? Soit il intègre l'ensemble des propositions que je fais et de la vision de la France qui est la mienne, de la mutation économique, sociale, écologique que j'ai l'intention de porter, soit il intègre cela dans son programme et à ce moment-là, en effet, nous partons en équipe, soit il n'intègre pas cela dans son programme et à ce moment-là, les Français choisiront au cours du débat des primaires, c'est une formidable avancée les primaires, puisque nous aurons chacun à dire quelle est notre vision de la France. Donc, si j'ai bien compris, il y a 5 semaines, c'était votre Premier ministre. Aujourd'hui, vous seriez son Premier ministre. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas schématiser les choses comme ça. On est dans un enjeu de l'élection présidentielle, donc je ne veux pas gadgetiser l'ensemble des déclarations que je fais. Je réponds, moi, vous me connaissez, je réponds très directement et très franchement aux questions qui me posent. Si vous faites équipe, s'il accepte de prendre en compte vos idées... Mais ce n'est pas antinomique. Mais je ne veux pas... pas primaire, quand même, ça veut dire ça. Une seconde. Je ne veux pas réalimenter le feuilleton, je l'ai dit tout à l'heure, sur les différents candidats à l'élection présidentielle. Moi, je me réjouis que la gauche ait plusieurs personnalités de qualité qui pourront concourir aux primaires ou se mettre d'accord ou ne pas concourir pour l'élection présidentielle. Je trouve que et qu'à un moment, nous aurons tous à nous rassembler et que nous ferons une formidable équipe. C'est ça qui est très important. Vous avez un certain panache il y a 5 semaines, le fait de dire il sera un très bon Premier ministre. Et aujourd'hui, vous dites je ferai équipe avec lui, derrière lui. Mais pas du tout, puisque là, je vous ai parlé des primaires. Ensuite, pour avoir un Premier ministre, encore faut-il gagner l'élection présidentielle. Donc je maintiens absolument ce que j'ai dit, ce qui n'est absolument pas antinomique. Mais soyez patients, j'espère que bientôt vous saurez les choses. On va attendre jusqu'au mois de juin. Voilà, jusqu'au mois de juin. C'est demain le mois de juin. Dominique Strauss-Kahn ne viendra pas avant. Mais les deux choses ne sont pas du tout antinomiques, puisque de toute façon, nous gagnerons si nous sommes unis, nous perdrons si nous sommes divisés. Voilà, les choses sont claires. C'est qui est devant l'autre, simplement. Soit ça sera décidé par les primaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des circonstances, soit nous discuterons entre nous et nous verrons quel est le meilleur dispositif gagnant. Obama Clinton, finalement. Mais pourquoi pas? Moi, je n'écarte rien. Je vous l'ai dit, je ne suis pas une boulimique du pouvoir. Je suis engagée aujourd'hui. Mais en même temps, mon principal engagement, c'est que la gauche gagne. Et on verra qui est Obama et qui est Clinton. Et voilà. Bon. Autre interrogation, après vous avoir regardé pendant 1h30, c'est, vous avez parlé évidemment de la recrudescence des prières musulmanes dans les rues, faute, on l'a dit, vous l'avez dit, faute de lieux de culte pour les Français musulmans. Simplement, vous avez dit qu'effectivement, vous avez rappelé les principes de la loi de 1905 sur la laïcité, vous avez renouveler votre opposition à ce que l'État finance la construction de monuments religieux, de quelque confession qu'ils soient. En revanche, vous ne nous avez pas dit ce que vous feriez si vous étiez donc présidente ou Premier ministre, si vendredi prochain, à nouveau, les musulmans de Paris se mettent à bloquer la rue Mira dans le 18e et se mettent à prier leur Dieu. Qu'est-ce que vous demandez à votre ministre de l'Intérieur? Est-ce que c'est d'interdire la prière dans la rue? D'abord, j'ai déjà parlé longuement de ce sujet. Moi, je veux bien y revenir. Mais non, mais c'est très concrètement. Vendredi prochain, attendez, j'ai déjà parlé longuement de ce sujet, qui sont des sujets extrêmement sensibles, extrêmement délicats. Vous êtes la première à dire que la politique, c'est des questions concrètes et des réponses concrètes. Oui, d'accord. Mais en même temps, les conditions telles qu'elles existent aujourd'hui ne seraient peut-être pas les mêmes si j'étais aux responsabilités. J'aurais sans doute anticiper ce problème, parce qu'à force de traiter les problèmes à chaud, quand ils arrivent, quand ils déboulent sur la place publique, en effet, ensuite, tout est politisé, tout est instrumentalisé. Moi, je considère que l'exigence de la laïcité et la dignité et le respect des confessions religieuses n'ont pas à être politisés. Et donc, mon souci, c'est de régler les choses en amont. Donc, sur cette question-là, je suis sûre que j'aurais réglé les choses en amont. Comment ? Je l'ai dit tout à l'heure, en délocalisant, en donnant la responsabilité aux mairies, aux collectivités territoriales, de régler ce problème-là,
parce que de toute façon, nous aurons à conduire une réforme des institutions qui va permettre de décentraliser le pouvoir sur un certain nombre de sujets nouveaux, comme ceux-là, qui doivent être réglés correctement. On change de sujet, simplement, si vous devenez président de la République, le vendredi qui suivra votre accession à l'Élysée, le problème se posera, et effectivement, faute d'avoir été résolu peut-être par vos prédécesseurs, il se posera à vous le premier jour. Et donc, vous devrez apporter une réponse le premier jour. Moi, je suis très soucieuse du fonctionnement d'une démocratie intelligente, que j'appelle la démocratie participative. C'est-à-dire que les solutions à des problèmes complexes, on les apporte avec les gens et pas contre eux. Donc, mon premier réflexe sera de faire une table ronde avec les autorités musulmanes responsables, ensuite avec les élus locaux responsables, avec les associations cultuelles responsables. Et ensuite, nous verrons comment nous pouvons régler ce problème, parce que ce problème, ce sont, je l'ai dit tout à l'heure, les musulmans qui en sont les premières victimes et qui ne veulent pas être instrumentalisés. Ensuite, nous identifierons, avec le ministère de l'Intérieur, quelle est la nature et quelle est l'ampleur des provocations intégristes qui viennent donner à la remise en cause de la neutralité de l'espace public cet aspect provocateur qui est insupportable pour les riverains. Alors, on est dans une table ronde, là, ici. Et donc, il y aura à la fois des solutions policières, des solutions culturelles, cultuelles, et des solutions associatives et financières avec les collectivités territoriales. Et je suis sûre qu'avec de la fermeté et des règles claires et en même temps le respect qui est dû à chacun, nous trouverons des solutions. Alors, mais pour ça, il faut avoir la capacité de les anticiper et de ne pas vouloir les instrumentaliser et les politiser. On voit bien pour quelles raisons. Vous parlez de table ronde, on va se mettre d'accord, il nous reste 2 minutes. Voilà. Alors, troisième sujet, écoutez, il y a un autre sujet, c'est évidemment l'économie, puisque c'est un sujet qui crée débat forcément à gauche tout le temps. C'est la relation entre la gauche et le monde économique. Vous avez révoqué tout à l'heure, pour vous, l'idée d'interdire les licenciements boursiers. On vous réécoute. Une décision très claire, très ferme, immédiate que je prendrai, ce sera celle de l'interdiction des licenciements boursiers. D'abord, c'est quoi un licenciement boursier? Vous pouvez nous donner une définition? Parce que comment on intervient, quand l'État intervient-il pour décider que tel ou tel licenciement est un licenciement boursier? D'abord, justement, la décision qui a été prise par le tribunal concernant l'usine Lu, que vous avez peut-être lu, cette décision de justice, donne une définition très claire, qui est pour l'instant jurisprudentielle. Donc il faudra transformer cette décision de justice en loi. Donc nous aurons l'occasion d'en discuter au Parlement pour savoir quels sont les critères des licenciements boursiers. Et c'est assez simple, puisque le tribunal, lui, a pu appliquer ce principe et déclarer illégaux donc, des licenciements qui avaient eu lieu dans une entreprise florissante, qui gagnait beaucoup d'argent, dont les résultats étaient en progression et qui tout d'un coup fermait entièrement un établissement en France uniquement pour le délocaliser. On est arrivé au terme de l'émission. Une demi-question lorsque Lionel Jospin disait... C'est la différence entre un licenciement boursier et un licenciement économique. Lorsque Lionel Jospin disait que l'État ne peut pas tout, en voyant le plan de licenciement, vous vous souvenez de Michelin, alors qu'il faisait effectivement des profits records, qu'est-ce qu'à l'époque vous vous étiez dit de cette phrase de Lionel Jospin? Moi, je ne veux pas revenir vers le passé. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'État s'est trop retiré de trop de domaines et qu'il faudra rétablir l'autorité de l'État, mais la juste autorité de l'État. Il ne s'agit pas de mettre l'État partout, là où il n'a pas sa place. Et en particulier, je pense que les collectivités territoriales pourraient être beaucoup plus efficaces, mais qu'il faut remettre de la présence de l'État, et notamment de la présence de l'État dans l'économie, puisque le principal fléau auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le chômage, avec le seuil des 4 millions de chômeurs qui vient d'être franchi. Et je crois que l'État est trop absent des politiques industrielles. Vous avez parlé d'entrée au capital, ça va coûter beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais le chômage coûte énormément d'argent et la désespérance sociale aussi. C'est un coût économique considérable. Et donc ça coûte toujours moins cher de donner du travail aux gens, de la formation professionnelle, de gérer correctement les fonds publics que de laisser partir à volo toute l'industrie française. Je signale d'ailleurs qu'en un an, on a perdu 40% de la construction automobile en France, dans un marché mondial qui pourtant est en expansion, et ça, c'est proprement inadmissible.